bouquin qu'on a publié, sur lequel on a travaillé, qu'on a publié à l'occasion du 10e anniversaire de l'entreprise. L'entreprise s'appelle Tobam. Tobam ça veut dire Think Out of the Box. Et le bouquin s'appelle Think Out of the Box, Asset Management, évidemment. Tobam c'est Think Out of the Box, Asset Management. Et quand on a travaillé à l'idée de ce bouquin, on s'est dit, va falloir quand même qu'on fabrique un bouquin qui est out of the box. Alors, on s'est posé la question, mais c'est quoi la définition d'un bouquin qui est out of the box? Quel est le bouquin le plus étrange qui n'ait jamais été écrit? C'est un bouquin qu'on ne peut pas lire. C'est un bouquin qui est formellement très difficile à lire. Fondamentalement, il n'est pas forcément extrêmement compliqué à lire, mais formellement, il est difficile à lire. Donc on s'est amusé à être très créatif sur la topographie et le choix un peu de la mise en page. C'est un bouquin qui est vraiment, dont la mise en page est très très originale. Ce sont des extraits assez importants de notre recherche. Donc on a une équipe de recherche à Tobam. On a pris des extraits de nos articles de recherche et on les a mis en page de manière un peu comme des sauvages, quoi. Alors il y a beaucoup de choses qui sont rigolotes dans ce bouquin, enfin pas qui sont rigolotes, mais qui sont des clins d'œil, qui sont out of the box. Dans un bouquin ordinaire, en bas de la page, vous avez le numéro de page. On s'est dit quand même, on va pas faire les choses comme les autres, on va essayer d'être originaux là-dessus. Et on a remplacé les numéros de page par des énigmes. Par exemple, on a une page qui s'appelle Dangerous AK. Alors c'est quoi un AK dangereux? Un AK dangereux. Et en fait, c'est l'AK-47. L'AK-47, c'est le Kalachnikov, et finalement, c'est le AK le plus dangereux du monde. Bon, c'est pas un numéro de page très doux, on a des numéros de page beaucoup plus doux. Je vais laisser ceux qui auront la chance un jour feuilleter ce bouquin découvrir les autres numéros de page, mais tous les numéros de page sont des petites énigmes. Ça facilite pas la vie d'un lecteur, mais c'est un peu rigolo, c'est un peu surréaliste. Et voilà le bouquin dont, quelque part, Tobam est le plus fier. Nous sommes l'auteur de ce bouquin. Ok. Après, il y a un autre bouquin il y a d'autres bouquins qui m'ont marqué. Au niveau de l'entreprise, ça c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué. C'est la théorie des ensembles de Nicolas Bourbaki. Alors qui c'est Nicolas Bourbaki? Nicolas Bourbaki, c'est un très célèbre mathématicien français qui n'a jamais existé. Au début du XXe siècle, il y a un groupe de mathématiciens qui s'est aperçu que la communication entre mathématiciens devenait de plus en plus compliquée. Parce que les mathématiciens ne donnaient pas exactement la même définition aux objets mathématiques. Et quand en fait les termes ne sont pas bien définis, c'est difficile de communiquer. Et ils ont décidé de réécrire les maths. Donc ça c'est un des chapitres de l'ouvrage de Nicolas Bourbaki. Donc ils ont formé un groupe, ce groupe ils l'ont appelé Nicolas Bourbaki. Et ils ont réécrit les maths. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé en tant que chef d'entreprise. Et dans les valeurs de Tobam, on a écrit il faut avoir l'esprit Bourbaki. C'est-à-dire qu'il faut toujours bien définir de quoi on parle, bien définir les termes qu'on utilise. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez deux collaborateurs un jour qui n'arrivent pas à trancher, qui discutent beaucoup, qui n'arrivent pas à trancher, est-ce que la solution A est la meilleure ou est-ce que c'est la solution B qui est la meilleure? L'approche de Tobam sur ce genre de dilemme, c'est que la façon dont il faut résoudre cette question, c'est de définir le terme meilleur. Et si on commençait par définir le terme meilleur, on arriverait tout de suite à savoir qui entre A et B est la meilleure des solutions. Il faut toujours aller dans la définition des termes de manière à s'exprimer de manière précise. Parce que sinon, en fait, on va avoir un débat très long et on parle de choses qui sont légèrement différentes et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Le véhicule de l'intelligence, c'est le vocabulaire, c'est la parole. Et l'intelligence s'exprime beaucoup mieux quand les gens qui dialoguent ont essayé de définir les termes qu'ils utilisent de manière à vraiment ce qu'on avance, plutôt qu'à ce qu'on ait des débats sur des choses peu précises. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça c'est un bouquin qui est extrêmement rigolo. C'est un bouquin qui s'appelle Flatland. C'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué parce que j'adore la géométrie et il y a des phénomènes géométriques dont je ne m'étais pas aperçu et qui ont beaucoup à voir avec Think Out of the Box. Et ce petit bouquin qui est tout petit, qui fait je sais pas combien de pages, il fait 100 pages, c'est un bouquin qui se lit assez rapidement. Et moi quand je l'ai lu, une page sur deux, je lisais la page, je la fermais et ça me faisait rêver. Donc c'est un bouquin qui est assez rigolo de ce point de vue-là. Il y a des bouquins
beaucoup plus dur et beaucoup plus profond. Je citerai un bouquin de Selim Rabo. Selim Rabo, c'est un père jésuite hein, qui a écrit plus de 100 bouquins. C'est une référence hein, dans le monde de la science, dans l'anthropologie, et qui a écrit un bouquin en 1983 et 84 qui s'appelle Béchir Gemayel ou l'esprit d'un peuple. C'est vraiment, Selim Rabo est une sommité. Hein. Le Liban s'est libéré de l'occupation syrienne à cause de deux initiatives qui sont le rassemblement du Bristol et le rassemblement de Cornet-Chaouane. Et dans l'homélie funèbre, hein, lors de l'enterrement des obsèques de Selim Rabo, celui qui a prononcé l'homélie, Marwan Amadé, a qualifié Selim Rabo de père du rassemblement du Bristol et du rassemblement de Cornet-Chaouane. Je crois que c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent à imaginer ce que pourrait être un projet durable pour le Liban. Ce bouquin n'est pas une biographie de Béchir, hein, c'est un bouquin de Selim Rabo sur le projet de Béchir. Là vous avez un peu un bouquin comme Flatland, un bouquin qui fait rêver. C'est une suite de nouvelles. Jorge Luis Borges est un prix Nobel de littérature argentin qui est un spécialiste des contes. Et en fait vous avez quelques recueils de contes, il y a fiction, celui-là, c'est un recueil de contes, donc là aussi c'est des choses qui font un peu rêver, des choses qui sont out of the box, hein, c'est ça le rêve. Hein. Il y a un autre bouquin aussi sur le rêve, hein, c'est le manifeste de surréalisme d'André Breton. Le monde de l'art a subi un traumatisme, une catastrophe énorme au XIXe siècle, lors de l'invention de la photographie. Parce que pendant des millénaires, une bonne partie de l'art consistait à essayer de représenter la réalité. Et brusquement, avec l'invention de la photographie, eh ben, cet objet de l'art devenait un peu caduc. Parce que, après tout, même le peintre le plus précis, le plus doué du monde, serait quelque part en difficulté hein, s'il était mis en compétition avec l'appareil photo. Et dans son intelligence collective, le monde de l'art a essayé de se chercher un substitut, un but de substitution. Essayer de représenter autre chose que la réalité. Une des premières choses qu'on a essayé de représenter qui n'était pas dans la réalité, c'était les impressions. C'est comme ça qu'on a, quelque part, qu'on a abouti à l'impressionnisme. On a essayé de représenter un objet tridimensionnel en deux dimensions, ça a été le cubisme. Hein, on a essayé de représenter d'autres choses que l'appareil photo ne serait pas capable de capturer. Et une des choses qu'on a essayé de capturer, c'est le rêve. Hein, essayer de représenter le rêve, et ça, c'est les surréalistes. Pour un appareil photo, c'est difficile de capturer le rêve. Le surréalisme est quelque chose qui, au niveau de son principe, me touche beaucoup, parce que j'appelle ça l'extension du domaine du beau. Hein, et aller chercher le beau, on n'a pas l'habitude de le trouver. Hein, par exemple, dans l'écriture automatique, dans différents exercices qu'ont inventé les surréalistes. Et c'est vraiment l'extension du domaine du beau. C'est essayer d'aller, avec le drapeau du beau, conquérir de nouveaux territoires. Professionnellement, dans le domaine de la finance, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de Friedrich Hayek. Friedrich Hayek est un prix Nobel d'économie. Et il a commis en 1975 un petit bouquin, un petit opuscule, hein, qui doit avoir 250 pages. La thèse qu'il présente dans ce livre, c'est que d'après lui, dès qu'un groupe de personnes bénéficie du monopole de l'émission monétaire, un jour ou l'autre, il en abuse, il finit par en abuser. En fait, le banquier central, s'il fait bien son travail, il va en fait accumuler un pouvoir énormissime. Et il va y avoir à un moment donné une tentation très forte de se servir de ce pouvoir monétaire pour d'autres missions que la défense de la valeur de la monnaie. Et dès que le banquier central dévie de sa mission, qui est la défense de la monnaie, l'autre mission qu'il va se donner va s'exercer aux dépens de la première mission. Dans l'histoire des monnaies, hein, le bouquin de Friedrich Hayek est vraiment une sorte d'histoire critique de la monnaie. Il va passer en revue un peu tous les phénomènes, toute l'histoire de la monnaie, où dès qu'une administration centrale prétend administrer la monnaie, elle va, un jour ou l'autre, être tentée de
d'utiliser sa mission pour des choses qui ne sont pas de son ressort, par exemple défendre un secteur bancaire, par exemple venir au secours d'États impécunieux. Et en fait, ce remède-là qu'elle va apporter, la Banque centrale, à ce problème qu'elle aura repéré, ce ne seront jamais des solutions, hein, ce sera un traitement symptomatique qui en fait empêchera la guérison. J'ai écrit un bouquin dans un grand quotidien financier français il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, où je racontais mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle, c'est que mon père est chirurgien et que ma mère est anesthésiste. Et j'avais coutume de dire, le banquier central, c'est l'anesthésiste. Le problème, c'est que quand vous êtes sous morphine, vous croyez que vous n'avez pas besoin de chirurgien. Et de temps en temps, on a besoin quand même d'un chirurgien, on a besoin de faire des réformes. Et le banquier central, il peut nous donner l'illusion que ces réformes ne sont pas vraiment nécessaires, parce qu'après tout, quand on est sous morphine, on a pas mal. Mais souvent, le problème continue de progresser quelque part, parce qu'on n'a pas eu le courage des réformes, parce qu'on n'a pas eu le courage de la chirurgie.